Comment oses-tu refuser ma femme, espèce de vieil ingrat? Mon fils a hurlé en fracassant une assiette en céramique contre ma tête. Tout ça parce que je ne voulais pas signer mon appartement au nom de ma belle-fille et que je refusais de lui verser 5 000 € chaque mois. Je me suis levé calmement et j'ai dit « Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable ». Au moment où ces mots ont quitté ma bouche, tout le monde est devenu pâle. Pierre regardait les morceaux brisés de l'assiette sur le sol et sentait la chaleur poisseuse du sang couler sur sa joue. Les invités se sont figés, leur verre à mi-chemin de leur bouche. Ma belle-fille, Amélie Rousseau, applaudissait des mains en poussant un cri de triomphe ravi, et mon fils Thomas se tenait au-dessus de moi, son visage déformé par un masque rouge de fureur. Je ne reconnaissais même plus cet homme. Ce matin encore, je pensais que ce serait une fête d'anniversaire normale. Hier encore, j'espérais que les choses s'arrangeraient. Mais maintenant, en regardant ses yeux vitreux, j'ai finalement compris que c'était fini. Et tout ce qui allait se passer ensuite allait changer ma vie pour toujours. Mais pour vraiment comprendre comment j'en suis arrivé là, sur le sol de mon propre appartement parisien, avec un visage ensanglanté et un calme glacial s'installant dans mon âme, nous devons revenir 2 ans en arrière. Il y a 2 ans, Pierre Moreau était un retraité heureux qui s'apprêtait à emménager chez son fils. Bienvenue sur les conseils de papy. Je partage de nouvelles histoires de vie ici tous les jours et j'apprécierais vraiment que vous vous abonniez et que vous cliquiez sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de me dire en commentaire de quelle région de France vous regardez. J'apprécie vraiment. Profitez de l'histoire. J'avais 69 ans et mon fils Thomas en avait 36. Ma journée commençait à 6 heures du matin. Je n'avais pas besoin de réveil. J'étais réveillé par un métronome interne, affiné par plus de 40 ans de travail comme infirmier en chef à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Me réveiller, alors qu'il fait encore noir et silencieux dehors, était une habitude ancrée dans mon être. Je possédais mon appartement de 3 pièces dans le 11e arrondissement de Paris. Je l'avais acheté seul quand j'avais 45 ans, versant chaque euro de mon salaire et de mes primes dedans. Ce n'était pas facile. J'avais travaillé comme un fou, comptant 60, parfois 70 heures par semaine. Pas de vacances, pas de vrais week-ends. Je me refusais tout. J'achetais des vêtements pendant les soldes, j'apportais mon déjeuner de la maison, et je ne prenais jamais de taxi. Chaque mois, j'économisais la moitié de mon salaire. Ma femme, Martine, m'avait aidé autant qu'elle le pouvait, mais j'avais réuni l'essentiel de l'apport moi-même. J'avais contracté un prêt hypothécaire de 20 ans et je l'avais remboursé en 12. Chaque paiement anticipé supplémentaire était une petite victoire. Quand j'ai effectué ce dernier paiement à 57 ans et que j'ai obtenu les titres de propriété avec seulement mon nom dessus, j'ai pleuré des larmes de joie. L'appartement était à moi, pas de dette, pas d'obligation. C'était ma forteresse, mon indépendance, ma plus grande réalisation. Chaque centimètre carré de cet endroit avait été gagné à la sueur de mon front. Je me souvenais avoir choisi les couleurs de peinture, tapissé moi-même la chambre d'amis jusqu'à 3 heures du matin parce que je ne pouvais pas me permettre d'entrepreneur. J'avais acheté des meubles sur le Bon Coin, je les avais restaurés et repeints, et j'avais planté des fleurs sur le balcon. C'était mon monde, et ici, je me sentais vraiment en sécurité. Thomas vivait dans un appartement loué d'une chambre loin du centre, dans le 19e arrondissement. Il prétendait économiser pour son propre logement, mais ça ne marchait pas. Son salaire était moyen et ses dépenses élevées. Il payait 1 400 € de loyer par mois, ce qui ne laissait pas grand-chose pour vivre. Je ne m'en inquiétais pas. L'amour ne se mesure pas en mètres carrés. J'aimais Thomas pour ce qu'il était, pas pour son compte en banque. Et il était gentil, attentionné et compréhensif. Du moins, c'est ce que je pensais. Puis est arrivée Amélie. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement de réseautage d'entreprise organisé dans l'un des restaurants branchés de Paris. Amélie travaillait comme avocate d'affaires pour un grand cabinet du 8e arrondissement, spécialisé dans les fusions et acquisitions. Elle était importante, prospère, et voulait que tout le monde le sache. Quand Thomas me l'a présentée pour la première fois, j'ai essayé d'être ouvert d'esprit.
Amélie était grande, blonde, incroyablement mince dans un tailleur Chanel. Elle ressemblait à quelqu'un sorti d'un catalogue pour la vie de banlieue aisée. « Pierre », dit-elle en s'approchant de moi avec des talons loup-boutin, son sourire était pratiqué, professionnel. « Enchanté de vous rencontrer. » Elle m'a fait la bise sur les 2 joues, son parfum Dior était écrasant et cher. Ils se sont mariés 6 mois après leur rencontre. Une cérémonie civile intime à la mairie du 11e, suivie d'un dîner dans un restaurant du Marais. Thomas portait son costume de travail. Amélie portait une robe sandro blanche et simple. C'était modeste, mais sincère. Le premier signe d'avertissement est venu juste avant le mariage. 2 semaines avant la date à la mairie, nous étions assis dans ma cuisine à discuter de logistique. Thomas a soudainement mentionné avec désinvolture « Papa, as-tu pensé à mettre l'appartement à nos 2 noms, tu sais, pour qu'Amélie puisse se sentir chez elle aussi. C'est juste bizarre de vivre dans ton appartement quand elle n'est personne dedans. » J'ai ri. J'ai honnêtement pensé qu'il plaisantait. « Thomas, c'est ma propriété prématrimoniale. Légalement, elle reste à moi après leur mariage, mais vous vivez ici avec moi. C'est votre maison. » Thomas hocha la tête et sourit, mais j'ai attrapé un éclair dans ses yeux, une ombre de déception ou de ressentiment. J'ai décidé de ne pas m'attarder là-dessus. Tout le monde a des doutes avant le mariage. Ils se sont mariés par une chaude journée de septembre. Ma fille Isabelle a assisté avec son mari. Mon frère Jean est venu de Lyon. La mère d'Amélie, Chantal Rousseau, est arrivée avec son amie Brigitte. Le père d'Amélie était décédé 5 ans auparavant d'une crise cardiaque et Chantal vivait seule depuis dans un petit appartement du 20e arrondissement. Elle avait 58 ans, touchait environ 800 € de retraite et gagnait 600 € supplémentaires par mois en faisant le ménage dans un centre commercial 3 fois par semaine. C'était suffisant pour s'en sortir, mais comme elle le rappelait constamment à tout le monde, c'était à peine du pain et de l'eau. Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, Chantal semblait être une femme âgée typique, un peu plaignarde, un peu collante, mais inoffensive. Au mariage, elle n'arrêtait pas de se tordre les mains. « C'est si dur d'être seule », soupirait-elle. « C'est une bénédiction que mon cher Thomas ait maintenant un beau-père si attentionné. » « Attendez !» Je me suis rendu compte qu'elle parlait de moi comme si j'étais celui qui avait besoin d'aide, pas elle. Elle tamponnait ses yeux avec un mouchoir pour des larmes qui n'étaient pas là et me regardait avec un sourire étrange et évaluateur. J'ai souri en retour, inconscient de ce qu'elle voulait vraiment dire par « attentionner ». Après un dîner modeste dans un café local, nous sommes tous rentrés chez nous. Thomas et Amélie n'avaient pas d'argent pour une lune de miel, alors ils ont emménagé dans mon appartement immédiatement. Ma femme Martine était décédée d'un cancer 2 ans auparavant. Après sa mort, le silence dans cet appartement était devenu insupportable. Quand Thomas a suggéré qu'ils emménagent, j'ai dit oui sans hésiter. Je pensais que ce serait merveilleux d'avoir de la compagnie, de la famille. Les 3 premiers mois de notre vie ensemble ont été vraiment doux. Thomas a emménagé immédiatement avec seulement 2 sacs de sport pleins d'affaires, vêtements, chaussures, ordinateur portable et quelques livres. Tout le reste était dans sa location qu'il a rapidement abandonnée. « Pourquoi devrais-je payer un loyer quand nous avons un si bel appartement ?» dit-il en m'embrassant sur le front. « Nous avons installé notre maison comme n'importe quel couple nouvellement marié. Enfin, nouveau trio familial. Nous avons acheté de la nouvelle literie, accroché des photos communes dans des cadres et choisi de nouveaux rideaux. Amélie a suggéré de réorganiser les meubles et j'ai accepté. Nous avons déplacé le canapé, échangé le fauteuil et débattu gentiment de l'endroit où mettre le lampadaire. Les samedis soirs, nous regardions des films enveloppés dans une couverture. Les dimanches, nous nous promenions dans le parc des Buttes Chaumont, nourrissions les canards et prenions un café dans de petits bistrots. Je continuais à travailler dur. Eh bien, en réalité, j'étais à la retraite, mais je faisais encore des gardes à temps partiel à l'hôpital. Être infirmier en chef pendant 40 ans crée des habitudes difficiles à briser. Mon salaire de retraite était de 2 500 € par mois, plus 1 500 € supplémentaires des gardes à temps partiel.
Thomas gagnait environ 3 000 € en tant que responsable des ventes. Amélie gagnait 6 000 € en tant qu'avocate d'affaires. Nous avons convenu de partager les courses et les charges de copropriété de manière égale. Mais un mois après le mariage, Chantal a commencé à rendre visite. Au début, c'était une fois par semaine le samedi. Thomas était heureux, serrant sa belle-mère dans ses bras, l'installant sur le canapé et lui préparant du thé. J'essayais d'être un bon hôte, achetant des pâtisseries chez le boulanger, dressant la table, demandant des nouvelles de sa santé. Chantal restait 4 heures, racontait des histoires, se plaignait de ses paiements de retraite, des voisins et de sa santé, puis partait. Je considérais cela normal. Une mère manque à son gendre et veut le voir. Pas de problème. Mais après un mois, les visites sont devenues plus fréquentes. Chantal a commencé à venir 2 fois par semaine, puis tous les 2 jours, puis presque tous les jours, toujours sans prévenir. Je rentrais épuisé de l'hôpital et trouvais ma belle-mère dans la cuisine. « Oh, Pierre est rentré », disait Chantal sans lever les yeux de sa tasse de thé. « J'ai décidé de faire une soupe à mon pauvre Thomas. Tu ne lui cuisines jamais de vrais repas. » Au début, je me retenais, ne voulant pas de conflit au début de cette nouvelle vie de famille. Je hochais simplement la tête, me dirigeais vers la douche et me changeais. Mais l'irritation montait. Chantal a commencé à ouvrir le réfrigérateur et à examiner le contenu avec un air de désapprobation. « Mon pauvre Thomas, tu es devenu si maigre », gloussait-elle en sortant mon yaourt et mes plats préparés. « Pierre, chéri, tu ne cuisines pas du tout. Un homme a besoin d'être nourri. Il travaille dur et a besoin de force. » Je travaillais jusqu'à 19 heures, parfois 21 heures. Je n'avais ni le temps ni l'envie de cuisiner des ragoûts et des rôtis tous les jours. Je gagnais presque autant que mon fils et pourvoyais à la famille tout autant, sinon plus, que lui. Thomas ne se plaignait pas de la nourriture, mangeant tout sans problème. Mais Chantal agissait comme si c'était un crime. De mon temps, les hommes travaillaient comme des chiens et la maison était un havre de paix et le mari était bien nourri. Pontifiait-elle, assise sur mon canapé, buvant mon thé dans ma meilleure tasse. « Mais toi, Pierre, tu es trop concentré sur ton travail d'hôpital. La famille devrait passer en premier. » Thomas était silencieux, mâchant sa salade achetée en magasin. Je serrais la mâchoire et restais silencieux aussi. Je ne voulais pas me battre. J'espérais que c'était temporaire, que Chantal se calmerait et s'habituerait au fait que son gendre était marié et avait sa propre vie. Mais la belle-mère semblait penser autrement. Puis, les allusions à l'argent ont commencé. Au début, elles étaient timides, presque imperceptibles. « Oh, je suis à court de mes médicaments pour la tension artérielle, et mon chèque n'arrive que dans 1 semaine. » Chantal soupirait en sortant des plaquettes de pilules vides de son sac à main. « Mon cher Thomas, pourrais-tu aider ta belle-mère? J'ai besoin de 200 € pour mon ordonnance. » Thomas, bien sûr, aidait, sortant son portefeuille et comptant les billets. 200, 300, 500 €. Je ne m'y opposais pas. C'était sa belle-mère. Il avait le droit de la soutenir. Chantal avait vraiment un revenu modeste, et à 58 ans, sa santé n'était pas parfaite. Aider les parents est normal, mais les montants ont augmenté. Après 3 mois, Chantal disait ouvertement « Thomas, j'ai besoin de 1 500 € d'urgence. Mon chauffe-eau a explosé, je dois appeler un plombier. » Puis encore 1 500 pour un nouveau manteau d'hiver parce que son ancien était complètement usé. Puis 800 pour une nouvelle télévision parce que l'ancienne était cassée, puis 400 pour de nouvelles bottes. Thomas a commencé à s'endetter. Son salaire était de 3 000 €. La moitié allait aux dépenses partagées. Sur les 1 500 restants, il devait encore payer son téléphone, son pass Navigo, son déjeuner au travail, ses vêtements, et ensuite 1 500 ou 2 000 € allaient à sa belle-mère. Il a commencé à emprunter à des collègues et à contracter des crédits à la consommation. Un soir, 4 mois après le mariage, Thomas s'est approché de moi pendant que je travaillais sur un rapport trimestriel sur mon ordinateur portable. « Papa, peux-tu me prêter 1 500 €? J'ai promis à Chantal pour ses médicaments et je suis complètement à sec en ce moment. Le jour de paie est dans 1 semaine. »
J'ai levé les yeux de l'écran vers mon fils. Thomas, je vois que tu lui donnes la moitié de ton salaire chaque mois. Est-ce sain? C'est ma belle-mère. Elle traverse une période difficile, a répondu Thomas en évitant mon regard. Elle a la sécurité sociale plus son travail de ménage 3 fois par semaine. Tu m'as dit toi-même qu'elle avait de quoi vivre. Alors quoi? Je devrais l'abandonner? Je ne dis pas de l'abandonner. Je dis que 1500 € par mois, c'est trop. Tu t'endettes à cause de ça. Vas-tu me le donner ou non? Thomas serra la mâchoire. J'ai soupiré. Je ne voulais pas de conflit. Alors je lui ai donné 1500 €. Puis encore 1500 un mois plus tard, et encore 800 après ça. Je savais que c'était mal, mais je ne savais pas comment l'arrêter. Thomas devenait nerveux, irritable. Il me claquait dessus et claquait les portes. Je sentais notre relation se détériorer, mais j'étais impuissant à la réparer. Chantal rendait visite plus souvent. Chaque visite se terminait par une discussion sur l'argent. Thomas, j'ai besoin d'argent pour des réparations. Thomas, mes chaussures sont cassées. Thomas, les factures de services publics ont augmenté. Et à chaque fois, Thomas cédait. Puis, 6 mois après le mariage, Chantal a émis sa principale demande. C'est arrivé un samedi après-midi. Thomas était au travail pour une réunion urgente avec un client. Je venais de rentrer de la salle de sport. Je m'étais douché et je prévoyais de me détendre sur le canapé avec un livre. Mais quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé Chantal dans la cuisine. Ma belle-mère était assise à la table, sirotant du thé et mangeant des biscuits de mon plat de collation. « Pierre, nous devons parler », a commencé Chantal, et je suis immédiatement devenu méfiant. Il y avait un bord d'acier dans sa voix qui n'avait jamais été là auparavant. J'ai longuement réfléchi à la façon de dire cela gentiment, mais je vais être direct. Tu vis dans un magnifique appartement de 3 pièces dans le 11e arrondissement, et je suis dans un petit appartement d'une chambre, dans un complexe délabré du 20e sans ascenseur. C'est injuste. Je me suis assis en face d'elle sans parler. Mon cœur a commencé à battre d'appréhension. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Je lutte seul, a poursuivi Chantal en prenant une gorgée de thé. Mon revenu est faible et ma santé décline. Thomas aide, mais son salaire ne suffit pas. Toi, par contre, tu as un bon revenu de retraite plus tes gardes. Tu gagnes bien plus de 50 000 € par an. Chantal, je comprends, mais je veux que tu me transfères 5 000 € chaque mois, m'a coupé Chantal. Thomas est déjà d'accord. Il pense que c'est juste. J'étais stupéfait. 5 000 € par mois, c'était plus que mon revenu mensuel total. Eh bien, ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Pressa la belle-mère en voyant ma confusion. Tu as un bon revenu de retraite et ton appartement est payé. Tu es un homme riche et je parviens à peine à joindre les 2 bouts. Chantal, c'est plus que ce que je gagne par mois. J'ai des dépenses aussi. Charges de copropriété, services publics, courses, vêtements. Des vêtements, du maquillage, ricana Chantal. Alors c'est ça, tu te chouchoutes pendant que ta belle-fille vit de pain et d'eau? Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que 5 000 €, c'est un montant énorme. C'est énorme pour toi, mais c'est une vie normale pour moi. Je ne demande pas 1 million, juste 5 000. Thomas a dit que tu accepterais parce que tu es un homme gentil. J'ai senti la colère bouillir en moi. Thomas en avait discuté avec sa belle-mère sans moi, lui promettant mon argent sans même demander. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit platement, et de parler à Thomas. Il n'y a rien à réfléchir, a élevé la voix Chantal. Un beau-père respectable ne réfléchit pas, il aide. La belle-fille de Brigitte, elle, c'est une perle. Elle fait tout pour sa belle-mère, transfère de l'argent, achète des cadeaux, l'emmène en vacances. Et toi? Elle s'est tue, pinçant les lèvres de manière significative. Je me suis levé. Chantal, j'ai besoin de repos. Terminons cette conversation. La belle-mère est partie en claquant la porte de manière dramatique. Je suis resté seul dans la cuisine, mes mains tremblant. J'étais bouillant, 5 000 € par mois. C'était absurde. Quand Thomas est rentré du travail ce soir-là, je l'ai attaqué avec des questions avant même qu'il n'enlève sa veste. « Thomas, ta belle-mère était ici aujourd'hui.
Elle a exigé que je lui transfère 5 000 € chaque mois. Tu savais ça? Thomas a levé les mains penauds. Eh bien, Chantal a demandé. J'ai dit que je te parlerais. Je pensais que ça ne te dérangerait pas. Ça ne me dérangerait pas de renoncer à 5 000 € chaque mois? Thomas, tu es sérieux? Papa, mais tu les as. Tu n'es pas fauché. Ce n'est pas une question d'être fauché. C'est un montant énorme. Ta belle-mère ne meurt pas de faim. Mais elle lutte. Elle est seule. Tu vois comment elle vit. Thomas, elle touche un chèque et a un emploi à temps partiel. Tu lui donnes constamment de l'argent. Pourquoi encore 5 000? Pour qu'elle puisse vivre confortablement, voyager, acheter de belles choses. Elle a sacrifié toute sa vie pour sa fille. Maintenant, c'est mon tour de prendre soin d'elle. J'ai regardé mon fils, et je ne l'ai pas reconnu. Où était l'homme charmant et compréhensif que j'avais élevé? Très bien, ai-je soupiré. Que dis-tu de ça? Je lui donnerai 800 € par mois temporairement jusqu'à ce qu'elle trouve un meilleur travail ou jusqu'à ce que tu obtiennes ton augmentation. 800 €, papa, ce n'est rien. Ce n'est pas rien. C'est une aide significative. Si tu veux qu'elle en ait plus, tu la paies. Nous avons eu une énorme dispute. Thomas a claqué la porte et est parti rester chez sa belle-mère. Il n'est revenu que le matin, maussade et silencieux. Je n'ai pas dormi de la nuit. Pour la première fois, j'ai eu de sérieux doutes sur cette situation de vie. À partir de ce moment, j'ai commencé à transférer 800 € à Chantal mensuellement. La belle-mère acceptait l'argent avec un air aigre, insinuant à chaque fois que ce n'était pas assez. 800 €, disait-elle avec l'air d'une reine insultée. Eh bien, c'est quelque chose. Thomas était maussade et silencieux. L'atmosphère à la maison devenait plus lourde. Nous parlions à peine, chacun assis dans son coin le soir. Moi, avec mon ordinateur portable, lui, avec son téléphone. Le sexe s'est complètement arrêté. Attendez, non, je suis le père, pas la femme. Laissez-moi corriger ça. Les repas ensemble ont cessé. Thomas rentrait tard, mangeait seul, puis disparaissait dans la chambre. Nous ne nous parlions plus. Nous étions des étrangers vivant sous le même toit, puis vinrent les visites sans prévenir. Chantal se présentait à n'importe quelle heure, jour ou nuit. Thomas lui avait donné une copie de la clé de la porte d'entrée à mon insu. Je rentrais du travail et la trouvais dans la cuisine, fouillant dans le réfrigérateur. « Oh, Pierre est rentré !» disait Chantal sans lever les yeux. « Je vérifie juste ce que vous deux mangez, rien que de la nourriture transformée. Thomas va tomber malade en mangeant comme ça. » Où elle entrait dans la chambre et fouillait dans mes tiroirs. « Mon Dieu, regarde tous ces vêtements que tu as. Et Thomas porte de vieilles chemises. Tu n'as pas honte ?» J'ai protesté. Mais Thomas prenait toujours la défense de sa belle-mère. « C'est ma belle-mère. Elle peut faire ça, ne sois pas si froid. Elle s'inquiète juste pour nous. » Un jour, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé que Chantal avait complètement réorganisé les meubles du salon. Le canapé était contre un mur différent. Le fauteuil était près de la fenêtre et le tapis était enroulé et rangé. « C'est plus confortable comme ça », a annoncé la belle-mère quand je me suis figé dans l'embrasure de la porte. « Je sais mieux, je suis plus âgé, j'ai du goût. »« Chantal, c'est mon appartement », ai-je explosé. « C'est notre appartement », m'a-t-elle corrigé froidement. « Thomas vit ici. Cela signifie que c'est notre appartement, ou dis-tu que mon gendre est un étranger ici ?» Thomas a encore pris son parti. « Pourquoi tu paniques pour des meubles? Ça a l'air bien. » J'ai commencé à me sentir comme un étranger dans ma propre maison. Puis, 1 an après leur emménagement, Chantal a présenté son exigence ultime. C'était un mercredi soir normal. Je suis rentré épuisé. J'avais passé toute la journée dans des négociations avec un patient difficile. Thomas était sur le canapé à regarder le football. J'ai trouvé Chantal dans la cuisine avec son amie Brigitte. Toutes deux étaient assises à la table, en train de boire du thé et de manger des bonbons de mon plat. « Pierre, assieds-toi » a commandé Chantal. « Nous devons discuter de quelque chose d'important. » Je me suis assis, sentant que c'était sérieux. Mon cœur a commencé à battre d'appréhension. Je me suis tu trop longtemps, mais je ne peux plus. A commencé cérémonieusement la belle-mère.
Tu vis dans un appartement de luxe de 3 pièces, dans le 11e, et je suis dans un petit appartement d'une chambre, dans un complexe délabré du 20e, sans ascenseur. C'est injuste. » J'ai attendu en silence qu'elle continue, serrant les poings sous la table. « Je veux que tu signes cet appartement à mon nom ou au nom de Thomas. Peu importe. L'important était qu'il appartienne officiellement à notre famille, pas seulement à toi. » J'ai senti tout en moi se transformer en glace. « Chantal, tu es devenue folle? C'est ma propriété prématrimoniale. » « Et alors ? Thomas est comme ton fils maintenant. Tout ce que le beau-père possède devrait appartenir à la famille. C'est comme ça que ça devrait être. » Brigitte hocha la tête. Elle a raison. Ma petite fille a tout signé à son beau-fils tout de suite. Une bonne fille comprend que la famille est une unité. J'ai regardé vers Thomas. Il était assis dans le salon, son dos vers la cuisine, mais je savais qu'il pouvait tout entendre. « Thomas, tu entends ça ? Dis quelque chose. » Thomas s'est retourné avec incertitude et a marmonné « Eh bien, Chantal ne demande pas pour elle-même. C'est pour nous, pour notre avenir. Quel avenir ? C'est mon appartement. Je l'ai acheté avec mon propre argent avant qu'il ne se marie. » « Mais nous sommes une famille maintenant, » a protesté Chantal. « Ou dis-tu que tu ne fais pas confiance à mon gendre ? Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question du fait que c'est mon bien, et je ne vais le signer à personne. »« Ah ah !» ricana méchamment Brigitte. « Alors tu ne lui fais pas confiance ? Tu as peur qu'il le prenne ? Le prendre ? Qui prendrait quoi ? C'est absurde. » Chantal s'est levée, son visage devenant rouge. « Absurde ? Tu es une personne ingrate et égoïste. Mon gendre s'est marié et vit avec toi, et tu ne lui donneras même pas un coin de ta propre maison. Il vit ici gratuitement. Je paie pour tout. Alors, signe-le lui. Si tu l'aimes, signe-le. » J'ai senti la rage bouillir et geler simultanément. Cette femme ne s'arrêterait pas. Elle me ferait pression, jusqu'à la fin amère. « Non, ai-je dit fermement, je ne signerai pas l'appartement à Thomas ou à toi. La conversation est terminée. »« Thomas !» hurla Chantal. « Tu entends comment il parle à ta belle-mère ? Vas-tu tolérer ça ?» Thomas s'est levé avec hésitation du canapé et s'est dirigé vers l'embrasure de la porte de la cuisine. « Papa, peut-être devrais-tu y réfléchir. Au moins signe une part à Amélie, la moitié de l'appartement. »« Non, pas une part, pas tout l'appartement, c'est ma propriété, point final. » Brigitte et Chantal ont échangé des regards. Une lueur froide est apparue dans leurs yeux qui m'a mis mal à l'aise. « Très bien, » siffla Chantal. « On verra ça. » Elles sont parties en claquant la porte. Thomas est resté silencieux, se détournant de moi. Je suis allé me coucher le cœur lourd. Quelque chose allait se passer. Je le sentais dans mes tripes. Le lendemain, je suis rentré du travail et j'ai trouvé une enveloppe sur le comptoir. À l'intérieur se trouvaient des documents. Je les ai ouverts et me suis figé. C'était une procuration accordant le droit de disposer de mon appartement. La signature était la mienne, mais je ne l'avais pas signée. C'était un faux. Je suis devenu glacial. Thomas était assis dans le salon en train de regarder la télévision, comme si de rien n'était. « Thomas, qu'est-ce que c'est ?» Je suis entré dans le salon en tenant le document. C'est la procuration. Chantal a dit de la faire établir. « Tu as falsifié ma signature. » Je pensais que ça ne te dérangerait pas. Ça me dérange. Ça me dérange complètement. C'est illégal, c'est de la fraude documentaire. C'est un crime. Ne crie pas. Chantal voulait bien faire. J'ai déchiré la procuration en morceaux. Mes mains tremblaient de fureur. Si cela se reproduit, je vais à la police. Tu comprends ? Thomas était silencieux. Quelque chose de sombre et de mauvais a clignoté dans ses yeux. J'ai réalisé que j'étais dans de gros ennuis, de très gros ennuis, et ce n'était que le début. Après l'incident avec le document falsifié, je n'ai pas pu dormir pendant plusieurs nuits. Je restais allongé à côté de mon fils et de ma belle-fille, qui dormaient paisiblement, et je pensais à comment ils étaient capables de fraude documentaire, d'un crime. Pourquoi ? Pour un appartement ? Pour l'argent ? Le Thomas que j'aimais, celui qui semblait fiable et honnête, était capable de falsifier ma signature. Le matin, après le départ de Thomas au travail, j'ai tapé
Avocat en droit de la famille, sur Google. J'ai trouvé un cabinet avec de bonnes critiques près de mon hôpital et j'ai pris rendez-vous pour ma pause déjeuner. L'avocate était une femme dans la cinquantaine, maître Sophie Leblanc, sévère dans un tailleur-pantalon avec un regard attentif. Elle a écouté mon histoire en silence, hochant occasionnellement la tête et prenant des notes. « Pierre, votre appartement est une propriété prématrimoniale », a déclaré maître Leblanc quand j'ai terminé. « Légalement, il n'appartient qu'à vous. L'article 1404 du Code civil le stipule clairement, même si vous divorcez... Attendez, vous n'êtes pas marié. Non, c'est mon fils et ma belle-fille qui vivent avec moi. Ah, je vois. Eh bien, en tant que propriétaire unique, vous avez tous les droits. Ils n'ont aucun droit légal sur votre appartement. Pas un centimètre. Comprenez-vous? Pas un centimètre. J'ai respiré un soupir de soulagement. Donc, même s'ils essaient de me faire pression, l'appartement reste le mien. Absolument. Mais il y a un gros mais. Maître Leblanc a enlevé ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. Si vous signez volontairement l'appartement à votre fils ou le faites sous pression, vous le perdez. Et prouver quoi que ce soit par la suite sera presque impossible. Ils diront que vous l'avez donné en cadeau, vous l'avez signé vous-même. Mais je ne vais pas le signer. La procuration que votre fils a déjà essayé de falsifier, je suis redevenu glacial. Vous pensez qu'il pourrait réessayer ? Je ne sais pas, mais puisqu'il l'a fait une fois, il pourrait recommencer. Les gens qui franchissent cette ligne une fois trouvent plus facile de le faire une deuxième fois. Que devrais-je faire? Ne cédez pas à la pression. Tenez bon, et documentez tout. S'ils continuent à vous menacer, enregistrez les conversations, impliquez des témoins et rassemblez tous vos documents. Parce que Pierre, je vais être honnête avec vous, votre situation est malsaine et elle ne fera qu'empirer. Je suis sorti du cabinet de l'avocate le cœur lourd, mais avec une résolution ferme. Je ne renoncerai pas à l'appartement. Jamais. C'est le mien. Je l'ai gagné moi-même. De retour à la maison, j'ai allumé l'enregistreur vocal sur mon téléphone et l'ai placé à un endroit visible dans le salon. Thomas l'a remarqué et a demandé « C'est pour quoi faire ?» « Je vais enregistrer des notes vocales pour mes rapports médicaux », ai-je menti. Il a haussé les épaules et n'a plus posé de questions. Une semaine plus tard, Chantal est revenue, cette fois avec toute une délégation. Avec elle se trouvaient Brigitte et deux autres femmes, la tante de Thomas, Sylvie, et la cousine de son père, Martine. Elles se sont installées sur le canapé et dans les fauteuils comme un tribunal de juges. Je suis rentré du travail et me suis figé dans l'embrasure de la porte, fixant le rassemblement. « Pierre, assieds-toi » a commandé Chantal. « Nous nous sommes réunis ici pour te parler gentiment en famille. » J'ai pris silencieusement une chaise près de la porte. Thomas se tenait dans la cuisine, appuyé contre l'encadrement de la porte, fixant le sol. « Maintenant écoute bien, chérie » a commencé tante Sylvie, une femme corpulente dans la cinquantaine avec des cheveux teints en rouge. Nous avons toutes parlé. Ce n'est pas bien. Tu vis dans un appartement que Thomas considère comme sa maison et il n'est personne dedans. Ce n'est pas bien. Un homme a besoin de se sentir comme le chef de la maison. De notre temps, les belles-mères signaient tout à leur gendre, a ajouté Brigitte. C'était la bonne façon. C'était honnête. Le mari de ma petite fille ne travaille même pas, a ajouté Martine, une femme maigre au visage pincé. Il reste à la maison, mais la maison est à son nom. Et c'est correct parce qu'il est l'homme. Il est le chef de famille. J'ai écouté ces absurdités, incapable de croire mes oreilles. Excusez-moi, mais en quoi mon appartement vous concerne-t-il? En quoi ça nous concerne? S'est indignée Chantal. Nous sommes de la famille. Nous nous inquiétons pour Thomas. Tu l'humilies. Je ne l'humilie pas. Il vit ici et utilise tout de manière égale avec moi. Mais l'appartement n'est pas à son nom, insista Sylvie. C'est mal. Tu devrais signer au moins la moitié. Je ne dois rien à personne. C'est ma propriété prématrimoniale. Tu vois, a scruté Chantal ses alliés. Je te l'avais dit. Avide, égoïste, ne pense qu'à lui-même. Tu fais honte à notre famille, a ajouté Martine.
Tout le monde parle de comment le beau-père de Thomas ne le respecte pas. Qui est tout le monde? Tous les parents et amis. Tu crois qu'on se tait? On dit la vérité, que tu ne signeras pas l'appartement, que tu manques de respect à ta belle-fille. Je me suis levé. Ça suffit, la conversation est terminée. Je vous demande de quitter mon appartement. De notre appartement, hurla Chantal. Thomas vit ici. Sortez, j'ai ouvert grand la porte. Maintenant ou j'appelle la police. Les femmes ont commencé à grogner, mais ont lentement commencé à se lever. Sylvie a marmonné quelque chose sur le manque de respect envers les aînés. Brigitte a secoué la tête. Martine a sifflé sur les jeunes sans vergogne. Chantal s'est arrêtée sur le seuil et a sifflé dans mon visage. Tu regretteras d'avoir croisé notre famille. Quand elles sont toutes parties, je me suis tourné vers Thomas. Tu as permis qu'elles organisent ce cirque ici? Elles voulaient juste parler. Elles exigeaient que je leur donne mon appartement. Pas donné, le signer à moi. Je suis ton fils. Et tu penses que je devrais faire ça? Thomas a marqué une pause. Ce serait la bonne chose à faire. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Va chez ta belle-mère ce soir. Quoi? Pars. J'ai besoin de réfléchir. Thomas est parti en claquant fort la porte. Je suis resté seul. Je me suis assis sur le canapé et j'ai pleuré pour la première fois dans tout ça. Pas par apitoiement sur moi-même, mais par blessure, par déception, par espoir anéanti. J'avais tellement cru en cette famille, espéré construire quelque chose de beau. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? Un fils manipulé et une belle-fille manipulatrice qui voulait me saigner à blanc. Le lendemain au travail, j'ai reçu un étrange email anonyme de quelqu'un du département RH de l'entreprise partenaire où Thomas travaillait. Pierre, je sais que je ne devrais pas m'immiscer, mais j'ai entendu votre fils discuter avec des collègues qu'il prévoit d'engager un avocat pour vous poursuivre pour une part de votre appartement. Il prétend avoir des motifs. Soyez prudent. Désolé, c'est anonyme. J'ai lu l'email 3 fois. Alors, il consultait déjà des avocats. La pression de sa belle-mère n'était pas aléatoire. Il se préparait à la guerre. Je suis retourné voir maître Sophie Leblanc et lui ai montré l'email. Pierre, si votre fils demande une division de propriété, il perdra, m'a rassuré l'avocate. Il n'a aucun motif. L'appartement est pré-matrimonial. Vous n'avez pas investi de fonds communs dans des améliorations. Il n'y a eu aucune rénovation. Il a simplement vécu dedans. Cela ne lui accorde pas de droit de propriété. Mais il pourrait essayer d'inventer quelque chose. Il pourrait prétendre, par exemple, qu'il a payé pour des rénovations ou acheté des meubles. Avez-vous des preuves qu'il ne l'a pas fait? Tous les meubles sont les miens. Achetés avant leur emménagement, il n'y a eu aucune rénovation du tout. Alors vous n'avez rien à craindre, mais au cas où, rassemblez tous vos documents, reçus de meubles si vous les avez conservés, relevés bancaires prouvant que vous avez payé les charges de copropriété, tout ce qui peut prouver qu'il n'a pas investi. Je suis rentré à la maison et j'ai commencé à rassembler des documents. Thomas est rentré tard cette nuit-là. Nous ne nous sommes pas parlé. Nous avons dormi dans des pièces séparées. Lui sur le canapé, moi dans la chambre avec la porte verrouillée. Mais Chantal n'a pas abandonné. Elle a commencé une véritable campagne de diffamation contre moi, appelant tous les parents de Thomas, leur disant quelle terrible belle famille j'étais. Avide, sans cœur, ne respectant pas les aînés. Une semaine plus tard, j'ai croisé le cousin de Thomas, Olivier, à l'épicerie. Il m'a regardé avec un étrange dédain et est passé sans dire bonjour. Olivier, ai-je appelé. Il s'est arrêté et s'est retourné. Pourquoi tu ne m'as pas salué? Pourquoi devrais-je saluer quelqu'un qui abuse d'une femme âgée? Quoi? De quoi parles-tu? Tante Chantal a dit à tout le monde comment tu l'as jeté hors de ton appartement, comment tu as refusé d'aider, comment tu humilies Thomas. Je ne veux pas te parler. Il s'est retourné et est parti. Je suis resté au milieu de la rue, mes mains tremblant. Chantal retournait tout le monde contre moi, créant l'image d'un beau-père cruel et avide. Lors du prochain rassemblement familial, où Thomas m'a traîné pour l'anniversaire de sa tante Sylvie, j'ai ressenti toute la force de cela. Tout le monde me regardait de travers, chuchotant dans mon dos.
Quelqu'un m'a ostensiblement tourné le dos alors que je passais. Le voilà, a dit fort l'une des tantes alors que je passais. Ne donnera pas l'appartement. Manque de respect à sa belle-fille. Égoïste. Une autre a ajouté. Les choses n'étaient pas comme ça de notre temps. Thomas était silencieux, se tenant à proximité, détournant le regard, n'offrant aucune défense. J'ai compris. Il était de leur côté. Il était d'accord avec eux. J'ai enduré 1 heure de la fête, puis je suis parti. Thomas n'a même pas essayé de m'arrêter. À la maison, j'ai sérieusement envisagé de les mettre dehors. Cela faisait 1 an et 2 mois depuis leur emménagement. Je travaillais, gagnais de l'argent, entretenais la maison, et mon fils s'était transformé en étranger qui me regardait avec une hostilité mal dissimulée. Sa belle-mère avait fait de moi un paria. Ses parents pensaient que j'étais un monstre. Mais les mettre dehors semblaient admettre la défaite. C'était la fin de mon rêve, d'avoir de la famille près de moi. J'ai hésité. Peut-être que les choses vont encore s'arranger. Peut-être que Thomas reviendra à la raison. Il ne l'a pas fait. 6 mois plus tard, 1 an et 8 mois après leur emménagement, Chantal s'est présentée à nouveau. Cette fois, elle a amené un homme en costume. « Pierre, rencontre-le », dit la belle-mère avec triomphe dans la voix. « C'est Monsieur Durand, un évaluateur immobilier. Il va évaluer ton appartement maintenant. » « Ah, pourquoi ?» J'étais abasourdi. « Parce que Thomas demande une division de propriété et nous avons besoin d'une évaluation. » Thomas demande une division ? J'ai regardé mon fils qui se tenait dans le coin. « C'est vrai ?» Thomas hocha la tête sans croiser mon regard. Chantal a dit que c'était la bonne chose à faire, que j'ai droit à la moitié. « Tu n'as droit à rien, c'est ma propriété prématrimoniale. »« Le tribunal décidera, » a dit froidement Chantal. « Et en attendant, l'évaluateur fera son travail. Non, personne n'évalue rien, vous deux, sortez d'ici maintenant. » J'ai ouvert grand la porte. L'évaluateur a reculé avec peur et s'est précipité par la porte. Chantal s'est attardée sur le seuil. « Tu regretteras de t'être mêlé à notre famille. Thomas obtiendra ce qui lui appartient. Rien ne lui appartient. On verra. » Je suis retourné voir Maître Leblanc. Elle a écouté et a secoué la tête. « Laissez-les déposer plainte. Ils perdront. Mais ce sera désagréable. Procès, nerfs, temps. Êtes-vous prêt pour ça ? Ai-je le choix ? Pierre, en tant que femme à un homme, divorcez-les de votre vie avant qu'il ne soit trop tard. Cette situation familiale est toxique. Elle vous détruit. Mais je l'aime. » J'ai dit cela et j'ai réalisé que ce n'était plus vrai. Je n'aimais plus la personne que Thomas était devenu. J'aimais le souvenir de qui il était au début. L'amour n'est pas une raison de tolérer l'abus et la manipulation. Pensez-y. Je suis rentré à la maison et je suis resté assis dans la cuisine pendant longtemps. Thomas était chez sa belle-mère comme d'habitude ces derniers temps. Il y passait plus de temps qu'à la maison, ne revenant que pour dormir. Notre relation était morte. Nous ne parlions pas, ne mangions pas ensemble, ne regardions pas de films. Nous étions des étrangers sous un même toit. Pourquoi traîner les choses ? Mais pourtant, j'hésitais. Une partie de moi espérait encore un miracle. Puis, 20 février. Thomas allait avoir 37 ans. Chantal a insisté sur une grande célébration, une grande table, beaucoup d'invités, des parents. « Je ne veux pas organiser cette fête », ai-je dit quand Thomas m'a informé des plans de sa belle-mère. « Nous avons une mauvaise relation. Pourquoi faire semblant ? C'est mon anniversaire. Ne peux-tu pas faire cette seule chose pour moi ? Je demande une dernière fois. Il y avait un tel désespoir dans sa voix que j'ai vacillé. Peut-être que c'était une chance. Peut-être qu'à la fête, nous parlerions normalement, nous souviendrions des bons moments et nous réconcilierions. D'accord, ai-je accepté, mais seulement si ta belle-mère ne fait pas de scène. Mais elle ne le fera pas, je te le promets. Il a menti. J'ai passé tout le samedi à préparer. J'ai acheté pour 600 € d'épicerie. J'ai cuisiné des entrées, tranché du saumon, fait des canapés, rôti de la viande et dressé une énorme table dans le salon. J'ai acheté un gâteau d'une pâtisserie chère et mis des fleurs dans des vases. Je voulais que tout soit beau pour montrer à Thomas que j'essayais, que je l'aimais ou que j'essayais de l'aimer.
Chantal et Brigitte sont arrivées 2 heures avant le début et ont immédiatement commencé à me donner des ordres. Ce n'est pas bien placé. Déplace ce vase, enlève ça. Où est le vin? Pourquoi le gâteau n'est-il pas du bon type? Je me taisais, serrant les dents. Tiens bon, c'est une fête. Ne la gâche pas. Les invités ont commencé à arriver à 19 heures. Ma fille Isabelle est venue avec son mari. Mon frère Jean est venu de Lyon. Les tantes, cousins et amis de Thomas me regardaient tous avec jugement. Chantal avait clairement eu le temps de raconter à tout le monde sa version. Je sentais leurs regards et entendais les chuchotements dans mon dos. La fête a commencé. Toast, félicitations, rire. Chantal était assise en bout de table comme une reine. Thomas était assis à côté d'elle, rayonnant. Je m'asseyais à l'autre bout de la table, à côté de ma fille et de mon frère, me sentant comme un étranger à ma propre fête, dans mon propre appartement. Puis les allusions passives-agressives ont commencé, d'abord subtiles, puis de plus en plus flagrantes. « Maintenant, notre belle-fille est en or », a dit Brigitte à voix haute à tout le monde. Elle a tout signé à la belle-mère, appartement et argent. Elle comprend qu'il faut respecter ses aînés. « C'est vrai », a hoché Sylvie, « les jeunes auront tout plus tard, mais pour l'instant, les aînés devraient être la priorité. » Vdom. Chantal m'a lancé un regard significatif. Oui, certaines belles familles comprennent, et certaines ne pensent qu'à elles-mêmes. J'ai serré les poings sous la table. Ma fille a posé une main apaisante sur mon épaule. Jean s'est tendu, se redressant. J'ai senti la pression monter en moi. Puis Chantal s'est levée avec un verre à la main. « Je veux porter un toast », a-t-elle annoncé cérémonieusement. Tout le monde s'est tu et a levé son verre. À mon gendre Thomas, Amélie et moi, nous vous avons dédié nos vies. Tout ce que nous avions, nous l'avons donné. Nous avons travaillé dur pour que vous ne manquiez de rien, nous refusant tout. Et maintenant, j'espère que tu prendras soin de nous, et ton beau-père aussi. Tout le monde a applaudi. Je suis resté immobile, n'applaudissant ni ne buvant. Après le toast, Chantal s'est glissée près de moi, me touchant presque, parlant doucement mais assez fort pour que les gens à côté de nous entendent. « Pierre, » a commencé la belle-mère, « nous sommes adultes, réglons cette affaire d'appartement maintenant devant tout le monde. Accepteras-tu de signer l'appartement à Thomas ou à moi? Peu importe. L'important est de le rendre officiel. Nous irons chez le notaire demain et tout sera fait. Tout le monde sera content. » J'ai regardé dans ses yeux. Il n'y avait rien d'humain là. Seulement de l'avidité et un calcul froid. « Non !»« Quoi ? Non, je ne signerai pas l'appartement. »« Comment peux-tu dire non ? » ?»« Non, c'est ma propriété prématrimoniale et elle le restera. Je vais aussi arrêter les paiements mensuels de 800 €. J'en ai fini, je ne peux plus faire ça. » Chantal est devenue rouge betterave. Elle a attrapé son verre et l'a vidé d'un trait. Puis, elle s'est levée si brusquement que sa chaise s'est renversée. « Thomas !» hurla-t-elle pour que toute la pièce entende. « Tu entends ça? Ton beau-père refuse de soutenir ta belle-mère devant tout le monde le jour de ton anniversaire. » Tout le monde s'est tu. Même la musique semblait se taire. Thomas s'est levé de table. Son visage était écarlate. Il s'est dirigé vers moi lentement, et j'ai soudain ressenti de la peur, une vraie peur animale. Mon frère Jean s'est levé aussi, se dressant de toute sa hauteur, mais Thomas ne lui a pas prêté attention. « Pierre !» a grondé Thomas entre ses dents serrées en s'arrêtant devant moi. « Je demande une dernière fois. Vas-tu signer l'appartement? » « Non. »« Et tu ne paieras pas les 5 000 € chaque mois? » ?»« Non. » Je ne paierai plus un centime. C'est du chantage. J'en ai assez. Je ne peux plus supporter ça. Les invités se sont figés, nous fixant. Mon frère a fait un pas en avant, mais ma fille l'a retenu. Espèce de vieux salaud avide et égoïste, chuchota Thomas. Ma belle-mère a sacrifié toute sa vie pour sa fille, et toi tu ne peux même pas l'aider. Tu lui refuses un morceau de pain. Aider est une chose. Entretenir en est une autre. Je ne suis pas obligé de donner la moitié de mon revenu à ta belle-mère. Elle ne meurt pas de faim. Elle lutte, hurla Chantal. Thomas, tu es un homme. Montre-lui qui est le patron dans cette maison. Elle n'a aucun respect pour toi. Elle insulte ta belle-mère devant tout le monde. Et puis quelque chose a craqué.
Thomas a attrapé la lourde assiette de service en céramique avec les restes de salade sur la table. Je n'ai pas immédiatement saisi ce qu'il faisait, et au moment où je l'ai fait, il était trop tard. Le coup a été rapide et puissant. Thomas a balancé et fracassé l'assiette en céramique de toutes ses forces contre ma tête. Il y a eu un craquement sourd. L'assiette a volé en morceaux. Je suis tombé de la chaise sur le sol, un éclair de douleur aveuglante. Du sang chaud coulait sur mon visage, obscurcissant un œil. Mes oreilles bourdonnaient, et j'avais le vertige. « Comment oses-tu refuser ma femme ? Espèce de vieil ingrat !» rugit Thomas, se tenant au-dessus de moi. L'une des invitées haleta. Les femmes crièrent, mais personne ne se précipita pour l'arrêter. Personne ne se leva pour me défendre. Tout le monde était paralysé, figé. Et Chantal a commencé à applaudir. Elle applaudissait et hurlait de joie. « C'est ça, Thomas, c'est comme ça, montre-lui, c'est comme ça qu'on dresse les beaux-pères désobéissants. » Brigitte hocha la tête avec un sourire satisfait. De notre temps, les hommes savaient comment maintenir l'ordre. Ces personnes âgées modernes deviennent trop libres, une claque au visage et ils se taisent comme des souris. Tante Sylvie a ajouté « Thomas a fait la bonne chose. Peut-être que maintenant il reviendra à la raison. » Je gisais sur le sol, mon visage couvert de sang, ma tête palpitant. Mais étrangement, à l'intérieur de moi, il y avait un calme absolu, un calme glacial et cristallin. Pas de peur, pas de panique, juste une pensée froide et claire. J'ai lentement levé la tête et j'ai regardé mon fils qui se tenait au-dessus de moi, son visage rouge et déformé, respirant fortement. J'ai regardé sa belle-mère, applaudissant toujours. J'ai regardé les invités qui étaient silencieux, détournant le regard, mâchant leur salade, comme si de rien n'était. Et puis j'ai vu mon frère Jean et ma fille Isabelle. Jean se tenait les poings serrés, son visage était blanc, ses yeux comme de la glace. Il a fait un pas en avant, mais j'ai levé la main, l'arrêtant. Pas maintenant. C'était mon combat en premier. Je me suis levé lentement, très lentement. Le sang gouttait sur le sol, sur ma chemise de fête, sur la nappe. J'ai essuyé mon visage avec ma main, j'ai regardé ma paume. Elle était couverte de sang. Mon sourcil était fendu, ou peut-être ma tempe. Peu importait. J'ai regardé Thomas droit dans les yeux et j'ai dit doucement, mais assez clairement pour que tout le monde dans la pièce entende. « Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. » Il n'y avait pas de cri. Pas d'hystérie dans ma voix, seulement ce calme glacial. Et ce calme était plus effrayant que n'importe quel cri. Thomas est devenu pâle, reculant d'un pas. Quelque chose dans mes yeux l'a effrayé. Chantal a cessé d'applaudir. Le sourire a glissé de son visage. Les invités se sont figés. Tout le monde était pâle. Même Brigitte, qui venait juste d'encourager l'abus, s'est soudainement ratatinée. Parce qu'en ce moment, tout le monde a compris. Pierre n'allait pas pleurer. Il n'allait pas supplier. Et il n'allait pas tolérer ça. Quelque chose avait changé. Quelque chose s'était brisé. Et maintenant, c'était un jeu complètement différent. Je me suis retourné silencieusement. Et je suis entré dans la chambre. Derrière moi, j'ai entendu des voix. Eh bien, il est vexé. Comme c'est sensible. Thomas a fait ce qu'il fallait, il aurait dû le faire plus tôt. Il va pleurer maintenant et revenir. Ils le font tous. J'ai verrouillé la porte de la chambre. Mes mains ne tremblaient pas. Mes pensées étaient parfaitement claires. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai regardé mon visage dans le miroir. Mon sourcil était fendu, saignant. Un bleu se formait déjà sur ma pommette. Bien, tout était visible. J'ai pris plusieurs photos sous différents angles. Le sourcil fendu, le sang, le bleu. J'ai aussi photographié l'assiette brisée sur le sol à travers la fente de la porte. Tout était documenté. Les preuves étaient rassemblées. Puis j'ai ouvert le placard et sorti un sac de voyage. Rapidement, méthodiquement, j'ai commencé à faire mes bagages. Documents, passeport, acte de naissance, titre de propriété de l'appartement, tous les papiers pour l'appartement, carte bancaire, ordinateur portable, chargeur, des vêtements de rechange, trousse de toilette avec l'essentiel. Argent, les 2000 € que j'avais économisés pour les urgences. Quoi d'autre? Une clé USB avec des fichiers importants. C'était tout. Je me suis assis sur le lit et j'ai appelé le 17, la police. J'ai attendu que le répartiteur réponde. « Police,
Quelle est votre urgence? Mon fils vient de m'agresser, j'ai besoin qu'un officier soit dépêché. Ma voix était calme, sans hystérie. Quelle est l'adresse? J'ai donné l'adresse, j'ai raccroché, puis j'ai appelé le SAMU pour l'assistance médicale. SAMU, comment puis-je vous aider? J'ai besoin de soins médicaux, blessures physiques, coups et blessures. J'ai donné l'adresse, j'ai raccroché. Puis j'ai appelé maître Sophie Leblanc, mon avocate. Elle a répondu après quelques sonneries. C'était un samedi soir tard, son jour de congé. Allô, maître Leblanc, c'est Pierre Moreau. Je suis venu vous voir au sujet de l'appartement. Oui, bien sûr, je me souviens. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a eu un incident aujourd'hui. Mon fils m'a agressé devant des témoins. Il m'a frappé à la tête avec une assiette. J'ai appelé la police et le SAMU. J'ai besoin d'une consultation urgente. Puis-je venir demain matin? La voix de l'avocate est devenue professionnellement vive. Pierre, je vous verrai à 9 heures demain matin. Pour l'instant, le plus important est de tout documenter officiellement. La police, les médecins, le rapport. Avez-vous pris des photos? Oui, plusieurs. Excellent. N'acceptez aucune. S'il vous plaît, n'acceptez aucune réconciliation. C'est un crime. Nous discuterons de tout demain. Merci. J'ai raccroché. Je me suis assis sur le lit et j'ai pressé une serviette contre mon sourcil fendu. Le saignement s'arrêtait lentement. À l'extérieur de la porte, j'entendais un bruit étouffé. La fête continuait. Thomas parlait fort, riait. Sylvie racontait une histoire. Personne n'est venu vérifier comment j'allais. Personne n'a frappé. Mais je savais que mon frère Jean était juste derrière la porte. Je pouvais sentir sa présence. Il attendait, et son heure viendrait. 20 minutes plus tard, il y eut un coup sec et insistant à la porte d'entrée. Je suis sorti de la chambre. Les invités se sont tus, me fixant. Je me suis dirigé vers la porte sans regarder personne et je l'ai ouverte. Sur le seuil se tenaient 2 policiers, un homme dans la quarantaine et une jeune femme. « Vous nous avez appelés ?» demanda l'officier plus âgé. « Oui, s'il vous plaît, entrez. » Thomas a bondi sur ses pieds. « La police? Pierre, qu'est-ce que tu fais ?» Je l'ai regardé. « Je dépose plainte pour agression et coups et blessures. » Chantal hurla. « Quelle agression? Thomas t'a juste un peu calmé, c'est ta faute. Tu as poussé l'homme à bout. » L'officier leva la main. « Madame, s'il vous plaît, taisez-vous, n'interférez pas avec notre travail. » Il se tourna vers moi. « Victime, s'il vous plaît, dites-nous ce qui s'est passé. » Calmement, clairement et sans émotion, j'ai raconté comment mon fils avait exigé que je signe l'appartement, comment j'avais refusé, comment il avait attrapé l'assiette et m'avait frappé à la tête, comment l'assiette s'était brisée, et comment sa belle-mère avait applaudi et crié « C'est ça !» Les témoins sont juste là, ai-je dit en pointant les invités à la table. Ils ont tout vu. La police a commencé à prendre des notes. Thomas est devenu pâle. « Pierre, tu ne vas pas... » C'était juste une dispute, une affaire de famille. « Ce n'est pas une affaire de famille, » ai-je répondu froidement. « C'est un crime. Les coups et blessures sont un crime. » La sonnette retentit à nouveau. J'ai ouvert. Les secouristes étaient arrivés. Le secouriste, une femme dans la cinquantaine, est entré et m'a examiné. Lacération au sourcil, environ 2-6 mètres de long. Contusion des tissus mous de la tête, hématome dans la région temporale, environ 4 cm sur 500 cm, a-t-elle déclaré en écrivant dans son dossier. Vous devez vous rendre aux urgences dès demain matin pour obtenir un rapport médical officiel de coups et blessures. C'est important pour le tribunal. Je le ferai, ai-je hoché la tête. Le secouriste a nettoyé la plaie, appliqué un pansement et m'a donné des instructions pour la documentation. La police remplissait le rapport, interrogeant les témoins. Les tantes de Thomas marmonnaient quelque chose d'incohérent, essayant d'éviter le contact visuel avec les officiers. Eh bien, on n'a pas vraiment vu. La musique était forte. Peut-être qu'il est tombé tout seul. Brigitte était silencieuse, fixant son assiette. Chantal criait « C'est tous des mensonges. Thomas ne l'a pas frappé. Il est tombé tout seul. Il invente tout. Il veut piéger mon gendre. » L'officier nota sèchement « Madame, il y a des témoins. Il y a une confirmation médicale. Il y a une lacération et un hématome. Et il y a des éclats d'assiettes cassées.
Votre déclaration est enregistrée, mais elle contredit les preuves physiques. Thomas fut informé qu'il ferait face à des accusations de violence domestique. Cela pourrait être un délit simple ou un crime selon la gravité des blessures, une amende ou une brève peine de prison selon le juge. Thomas tremblait. Son visage était devenu gris après avoir été rouge. « Je ne voulais pas. J'ai juste craqué. Elle m'a poussé à bout. » « Vous pourrez dire ça au détective ?» le coupa l'officier. Les invités ont commencé à partir rapidement, silencieusement, sans dire au revoir ni faire de contact visuel. Les tantes ont attrapé leurs sacs et se sont précipitées vers la porte. Les cousins ont disparu en 1 minute. Brigitte et Sylvie sont parties sans même dire au revoir à Chantal. La fête était terminée. Quand presque tout le monde fut parti, il ne restait plus que moi, ma fille Isabelle, mon frère Jean, Thomas, Chantal et les policiers qui terminaient le rapport. Puis mon frère s'avança. Jean Moreau avait été silencieux tout ce temps, debout près du mur, les bras croisés, regardant sa frère. Non, attendez, son frère aîné se faire frapper. Regardant la belle-mère applaudir, regardant les invités mâcher leur salade, regardant la police remplir le rapport. Il était silencieux, mais je savais qu'il se souvenait de tout, chaque visage, chaque mot. Maintenant, il se déplaçait lentement, délibérément, avec une précision presque militaire, grand, en forme, aux cheveux gris, l'allure d'un colonel. Les policiers se sont involontairement redressés en le voyant. Jean s'est dirigé droit vers Thomas et l'a regardé de haut. Thomas a essayé de reculer, mais a heurté le mur. « Tu as fait ça ?» demanda Jean doucement en hochant la tête vers mon visage ensanglanté. Thomas ouvrit la bouche, mais ne put rien dire. Il hocha à peine la tête de manière perceptible. « Bien, » dit Jean. Sa voix était douce, mais tout le monde se figea. Même la police arrêta d'écrire. « On sort !» Ce n'était pas une question, c'était un ordre. Un ordre d'officier qui ne pouvait être désobéi. Jean attrapa Thomas par le col de sa chemise et le traîna vers la porte. Thomas essaya de se libérer, mais la prise était de fer. La porte claqua derrière eux. Je suis resté dans l'appartement. 1 minute plus tard, des bruits sourds étouffés venaient de la cage d'escalier. 1, 2, 3. Le cri de Thomas. « Je suis désolé, je ne voulais pas, je ne le referai plus. » La voix de mon frère, calme et dure. « Tu répondras pour mon frère, tu répondras pour chaque goutte de son sang. » Plus de coups, des coups lourds et professionnels. Jean avait été pompier pendant 25 ans. Il savait comment frapper pour infliger de la douleur sans causer de dommages sérieux. Puis, le silence. La porte s'ouvrit. Jean entra, calme, les mains le long du corps. Pas d'égratignure sur ses jointures. Il savait comment frapper sans se blesser. Thomas entra derrière lui en boitant sur sa jambe droite, tenant ses côtes. Son nez saignait, son œil gauche gonflait et fermait, et sa lèvre était fendue. « Assieds-toi, ne bouge pas », commanda Jean. Thomas s'assit sur une chaise près du mur, tremblant, silencieux. Jean se tourna vers les policiers. « Officier, continuez votre travail. » Le ton était militaire, commandant. Les officiers hochèrent la tête. L'officier principal sembla même se mettre au garde à vous, reconnaissant l'autorité de l'ancien pompier. Puis Jean se tourna vers Chantal Rousseau. Elle était assise sur le canapé, ratatinée. Pour la première fois de toute la soirée, elle était silencieuse. Jean s'approcha d'elle, s'arrêta et la regarda de haut. « Vous avez approuvé le passage à tabac de mon frère. » Chantal essaya de dire quelque chose, mais Jean l'interrompit. Silence. Je n'ai pas fini. Elle se tut. Si jamais, et j'entends par là jamais, vous approchez à nouveau de mon frère, l'appelez, lui envoyez un texto, vous présentez près de chez lui ou de son lieu de travail, vous le regretterez intensément. J'ai été pompier pendant 25 ans, j'ai des contacts, j'ai des gens, et je trouverai un moyen de rendre votre vie misérable par des méthodes entièrement légales. Suis-je clair? Chantal hocha la tête, ses lèvres tremblant. Pour la première fois, je vis ma belle-fille vraiment effrayée. Maintenant, sortez de l'appartement de mon frère et emmenez votre gendre avec vous. Chantal bondit, attrapa son sac et se précipita vers Thomas. « Allons-y, mon chéri.
Ne laisse pas ces gens t'humilier. Tu resteras avec moi. » Thomas se leva avec difficulté, tenant ses côtes. Son œil gonflait plus rapidement. « Les affaires du mari, » dit Jean en se tournant vers moi. Je suis entré silencieusement dans la chambre. J'ai sorti les cartons où j'avais déjà emballé toutes les affaires de Thomas. Vêtements, chaussures, documents, chargeurs, rasoirs, toutes ces affaires, et je les ai portées dans le couloir. « Prends ça et va-t'en, » ai-je dit à mon fils. « Pierre, » commença Thomas, « va-t'en, c'est mon appartement. »« Non, c'est mon appartement, ma propriété prématrimoniale. Tu n'as aucun droit dessus. J'ai consulté un avocat. Sors d'ici avant que j'appelle à nouveau la police. » Thomas regarda les officiers. Ils se tenaient à proximité. Il comprit que je ne plaisantais pas. Il attrapa les cartons. Chantal le tirait vers la porte en gémissant. « Allons-y, mon chéri. Allons-y. Il n'y a rien pour toi ici. Elle ne te mérite pas. »